Je voulais qu'on se penche sur les relations parfois complexes entre l'armée et les réseaux sociaux. Longtemps, elle s'en est méfiée et aujourd'hui, elle prend d'assaut les réseaux sociaux pour peut-être, qui sait, redorer son image. Pour en parler avec moi, il y a Justine Brabant. Bonjour Justine. Bonjour. Vous avez coécrit tout récemment le livre Mauvaise troupe avec Leïla Mignano aux éditions Les Arènes. Mauvaise troupe parle des jeunes recrues de l'armée française. Vous avez commencé à enquêter à partir de 2015, je ne dis pas de bêtises. Oui, à peu près, oui. C'est à peu près ça. Et donc, les jeunes recrues sont au cœur de nos thématiques, puisqu'ils sont les premiers concernés par les réseaux sociaux, à la fois par la communication de l'armée sur les réseaux sociaux, mais aussi par l'usage qu'en font les plus jeunes soldats. À nos côtés aussi, il y a le général François Chauvency. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dois-je vous appeler général? Je ne sais plus. Oh, ça me fait plaisir, vous pouvez y aller. Allez, alors général, vous êtes donc général de brigade, mais aussi blogueur depuis de nombreuses années. Vous avez commencé quand votre blog? En 2011. En 2011, donc d'abord sur Le Monde, mais Le Monde ayant arrêté ses blogs, aujourd'hui le blog du Monde n'existe pas. Et on peut vous retrouver où? Alors sur Théâtre Mbelli, qui est spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. Qui est une plateforme spécialisée. Tout à fait. Où l'on retrouve notamment de nombreux soldats. Non, pas tellement. Ah bon? Je pense par tous ceux qui sont intéressés par les questions de défense et de sécurité, sur la réflexion militaire, sur les équipements, mais aussi sur les rapports parlementaires concernant la défense. Donc tous ceux qui veulent avoir une information sur la défense, effectivement, se rendent là pour en savoir plus. À vos côtés. Et à vos côtés, il y a François-Bernard Huyghe, qu'on a entendu. Bonjour. Bonjour François-Bernard. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Exactement. On appelle généralement IRIS. C'est à vous que va s'adresser ma première question, puisque fut un temps, on appelait l'armée la Grande Muette. Alors, la Grande Muette est-elle toujours aussi muette à l'heure des réseaux sociaux ? Elle ne l'est plus depuis un certain temps. À travers l'IRIS et à travers des travaux intellectuels qu'on a fait pour le ministère des Armées, on a pu le constater dès les années 2012-2013. On a fait des études pour eux, elles sont là, mais c'est plus ou moins confidentiel, donc je ne peux pas vous les montrer. Et l'armée s'est très tôt préoccupée des réseaux sociaux pour plusieurs raisons. La première, c'est que un soldat, a priori, c'est jeune, et quand on est jeune, on a tendance à aller sur Facebook, etc. Et comme m'avait dit un jour un général, mais c'était pas ce général, c'était pas toi, c'est pas ce général-là, on peut convaincre un jeune soldat français d'aller mourir pour sa patrie en Afghanistan, mais on ne peut pas le convaincre de ne pas aller sur Facebook pour communiquer avec son fiancé ou sa fiancée. Parce que Facebook, pour les soldats, ça représente une bulle de respiration. C'est à la fois générationnel, mais c'est aussi une bulle de respiration, un accès vers le monde extérieur. Absolument, donc c'est un lien avec la France, la famille, etc. Ça permet de mesurer leur morale, mais ça pose des problèmes. Le premier est un problème de confidentialité. Il ne faudrait pas qu'un soldat fasse une gaffe en disant... On prend l'exemple de la fiancée. Demain, nous nous déplaçons vers tel endroit et que l'adversaire prenne l'information pour les bombarder ce jour-là. C'est arrivé à un jeune soldat israélien une fois. Oui. Il ne faudrait pas qu'il gaffe, en ce sens que dans la chaleur des combats, quand on s'est fait tirer dessus, on n'est pas toujours très politiquement correct dans son expression. Donc l'armée... Mais on va parler plus tard de l'usage des soldats sur les réseaux sociaux, mais l'utilisation de l'armée même, de l'institution. Alors, l'institution elle-même a été très tôt sur Facebook, a été très tôt sur Twitter, et toutes les armées européennes font ça plus ou moins. Elles avaient un certain retard, par exemple, par rapport à l'armée américaine ou l'armée israélienne, qui, elles, ont très tôt investi les réseaux sociaux. Oui, parce que les Américains ont tout de suite eu une doctrine de l'influence en réseau, avec une pensée politique derrière, alors que l'armée française, qui est très très complexée, et je dirais depuis l'Algérie, veut surtout ne donner l'impression de n'avoir aucun choix politique, exécuter simplement les ordres du gouvernement démocratique. Justine Brabant, pourquoi l'armée communique-t-elle sur les réseaux sociaux ? Parce qu'elle a besoin de recruter, je pense, en grande partie. Depuis 2015, et notamment le début de l'opération Sentinelle, qui nécessite 10 000 soldats dans nos rues à peu près chaque jour. L'opération Sentinelle qui répond aux attaques terroristes qu'on a connues ici en France. Exactement. Depuis, on recrute de l'ordre de 15 000 soldats par an. Il en sort en parallèle à peu près 12 000 par an. Donc les directeurs des ressources humaines de l'armée le disent eux-mêmes, on est face à une armée de flux, où il faut en permanence faire venir des gens, parce qu'en permanence, il y en a aussi qui terminent leur contrat.
Et donc, pour alimenter les flux, il faut avoir une certaine visibilité. Et les réseaux sociaux, ils donnent un outil supplémentaire à ce que les recruteurs font de longue date. On voit depuis longtemps sur les abribus des affiches en 4x3, engagez-vous. Mais Internet, ça offre beaucoup de choses en plus et ça offre notamment la possibilité de cibler plus finement les personnes à qui on souhaite adresser ces campagnes de recrutement, cibler des profils spécifiques. C'est ce que vous expliquez dans votre livre d'ailleurs. Oui, on parlera, si tu veux, par exemple, des youtubeurs qui ont été utilisés par l'armée, qui permettent par exemple soit de cibler des jeunes au profil très sportif, des jeunes au profil très geek. Juste un petit chiffre, en 2012, je ne sais pas s'il en existe des plus récents, mais en 2012, on sait que pour l'armée de l'air, l'achat d'espaces publicitaires sur Internet, c'était de l'ordre de 500 000 € quand même. Et en fait, grâce à ça, ça permet quoi? Ça permet que quand par exemple un jeune va sur Google et dit je cherche un métier ou je cherche un métier où on fait du sport, et peut-être que c'est une publicité de l'armée de terre qui lui tombera dessus. Il faut bien prendre conscience que le ministère de la Défense a largement investi les réseaux sociaux. Elle multiplie les comptes sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Voici par exemple ce qu'on peut retrouver sur le YouTube consacré aux opérations militaires. On avance. On le voit, c'est filmé au drone, c'est magnifique, très belles images, de très beaux plans, avec un générique qui fait penser à des films hollywoodiens. Général, est-ce que c'est ça la guerre ? Non, ce n'est pas ça la guerre. Il est certain qu'on vient d'évoquer les réseaux sociaux, le fait de recruter. On ne va pas recruter des personnes en leur disant vous n'allez pas faire la guerre puisqu'ils veulent être soldats. N'oublions pas qu'ils sont là pour être des soldats, pas uniquement dans des militaires. Ils sont là donc pour faire la guerre au service de la France, au service de la République. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On demande qu'ils s'engagent. Le mot s'engager, ce n'est pas uniquement un métier signer un contrat. C'est je m'engage pour servir mon pays. Donc si on veut les motiver un petit peu, et beaucoup sont concernés par cela, on présente effectivement des images qui parlent. D'abord, si vous prenez toutes les séries américaines, vous retrouvez à peu près le même système. On est là pour leur montrer peut-être une réalité pas idéalisée, parce que quand on voit les images que vous avez présentées tout à l'heure, c'est la réalité. Ça, par contre, en revanche, ça s'est passé peut-être pendant un temps très limité. Et comme vous l'avez écrit dans votre bouquin, il y a des temps d'attente, il y a effectivement des temps de déprime possibles. Donc voilà, donc effectivement, il y a une réalité de la vie de tous les jours, et puis la réalité sur le terrain qui fait vivre les jeunes soldats. Mais avec cette esthétisation de la guerre, et je vous pose la question, François-Bernard Huyghe, est-ce qu'on ne risque pas une hollywoodisation de l'institution ? D'une certaine façon, engagez-vous, ça a toujours été fait avec des images idéalisées, esthétisées, belles. Là, on voit des codes qui sont ceux du jeu vidéo, caméra subjective, on a presque envie de prendre son fusil et de les suivre. Mais ça, je crois que ça n'est qu'une partie de la communication de recrutement, qui n'a pas trop de mal d'ailleurs à fonctionner, puisqu'il y a beaucoup de volontaires qui se présentent. Il y a un autre aspect dans la communication de l'armée, mais là, je ne suis pas le plus compétent, qui est de bien diriger les gens vers le bon métier dans l'armée, parce qu'être soldat, ça ne consiste pas uniquement à courir dans la plaine en tirant sur l'adversaire, et c'est aussi pour mieux informer sur les métiers de l'armée, un public qui, parce que c'est un métier stable et garanti, mais aussi parce que les attentats de 2015 ont eu un gros impact sur la nouvelle génération. Donc il y a pas mal de gens qui ont envie de s'engager. Mais on va en parler. Là-dessus, on a quand même des chiffres qui montrent qu'on est plutôt... Enfin, moi, j'ai parlé à des anciens recruteurs pour le livre, et ils nous disent quand même qu'il y a une difficulté à recruter, et que même si, dans les premiers temps post-attentat 2015, il y a eu des files devant les CERFA, c'était un effet pétard mouillé, c'est ce qu'ils disent. Et le taux de candidats par poste, notamment dans l'armée de terre, c'est un petit peu moins de 2. Ça veut dire que pour un poste à pourvoir, et ça, c'est les chiffres officiels du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, pour un poste à pourvoir, un recruteur a grosso modo le choix entre à peu près 2 personnes, mais le plus souvent même un peu moins. Je vais recentrer sur la manière dont communique l'armée sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir de 2015, il y a un pic. Alors je ne sais pas si ça répond à une vraie volonté de jeunes de s'engager dans l'armée, ou si il fallait au contraire recruter en masse parce qu'il y avait l'opération Sentinelle et que ça demandait beaucoup de moyens et beaucoup de moyens humains. À partir de 2015, on a eu l'impression que l'armée a réellement investi les réseaux sociaux. Il y a une multiplication des tweets, il y a une multiplication des vidéos. Moi qui ne suis pas sensible au sujet au départ, j'ai vu passer de nombreux tweets sur ma timeline concernant l'armée française. Je crois que le compte de l'état-major a été créé d'ailleurs en 2015. Était-ce à l'époque
en réponse à ce qu'on disait énormément à l'époque, à savoir Daesh a investi les réseaux sociaux. Est-ce qu'il fallait répondre sur ces terrains-là? Est-ce qu'il fallait combattre ce terrain-là? C'est parti avant, d'après mon expérience, mais évidemment, ça s'est énormément amplifié à partir de 2015. Alors, comment répondre à Daesh? À mon avis, c'est un problème que personne n'a su résoudre en France, parce qu'on a eu un discours très compliqué. C'est pas un État, il n'est pas islamique, ça n'a rien à voir avec l'islam, pas d'amalgame, nous combattons le terrorisme. Enfin, on a fait une tambouille idéologique très vague qui gênait horriblement les militaires, qui ne voulaient pas donner l'impression d'avoir le moindre discours politique. Et par ailleurs, on ne sait pas faire du discours anti-djihadistes. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les vidéos. Là aussi, dans cette tablette, je dois avoir 76 revues islamistes. On ne sait pas faire. Mais est-ce le rôle de l'armée de répondre au discours? C'est pas du tout son rôle. Et je crois, là je me tourne vers le général, je crois que l'armée n'a aucune envie de répondre d'un point de vue idéologique ou politique. Elle dit simplement, moi je suis l'armée française, j'exécute les ordres du pouvoir démocratique. Enfin, c'est le discours que j'entends en général. Oui, alors, même si personnellement les soldats ont peut-être des opinions, bien sûr. Donc on peut moduler cela. Bon, d'abord, moi j'ai écrit des doctrines sur ces questions d'influence, stratégie d'influence, notamment avec l'Afghanistan. Ouais. Effectivement, l'Afghanistan nous a fait comprendre que les réseaux sociaux étaient une arme de guerre pour justement les gens d'en face. Donc je dirais que la première prise en compte, des réseaux sociaux a été très militaire, a été très opérationnelle. C'est pas forcément le recrutement. Le recrutement, je crois qu'il est venu un petit peu après, notamment ce que vous avez souligné dans votre livre. On embauche des sociétés de communication chargées de présenter le recrutement et d'attirer les jeunes. Donc la première démarche est opérationnelle. Maintenant, dire opérationnel, c'est qu'on avait des guerres de tweets en Afghanistan, entre talibans en face et autres, et puis les forces de l'OTAN. Donc on a une guerre de communication. Mais en 2015, on a le sentiment qu'il fallait surtout montrer au public français que l'armée était là. Non, je ne suis pas d'accord. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une chose que vous ne prenez pas en compte, c'est que nous étions quand même en déstructuration des armées depuis les gouvernements précédents, pour ne pas faire de politique. Mais néanmoins, résultat, du jour au lendemain, une décision politique dit « Ah ben, vous allez pouvoir recruter 10 000 personnes ». En gros, c'est ça. Comment recrute-t-on dans l'année 10 000 personnes du jour au lendemain? Donc, campagne de communication massive, avec des moyens, de l'argent, des budgets, qui fait qu'effectivement, l'armée, comme toujours, s'est adaptée au nouveau contexte. Elle obéit aux ordres du politique. Le politique dit « On veut 10 000 hommes de plus ». L'armée s'adapte. Comment puis-je les recruter? Réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure des comptes Twitter de l'armée française. Là, on voit un tweet à l'image. Regardez, c'est Devenir Aviateur, c'est @Devenir Aviateur, le compte officiel, qui tweet #Journée internationale des câlins. On peut retrouver d'autres tweets qui font référence à la pop culture, notamment ce clin d'œil à Star Wars fait par l'armée de terre. Justine Brabant, dans votre enquête, qui notamment s'intéresse à la Centrafrique, est-ce que l'armée, c'est de faire des câlins à Chewbacca? Non, mais alors c'est pareil, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais oui, dans notre livre, on cherchait à mettre un peu en perspective. On commence par un chapitre qui s'appelle Les vendeurs de rêves, parce que c'est comme ça que certains soldats appellent les recruteurs a posteriori. Ils estiment qu'on leur a un peu vendu du rêve, on leur a peut-être un peu vendu des câlins et Chewbacca, mais bien sûr, ce qu'ils vont trouver sur le terrain, c'est pas ça. Après, moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à cette question de ces dernières années. On les voit de plus en plus. Ce qui nous a marqué aussi en scrutant un peu ce qui était dit, fait sur les réseaux sociaux et la parole qui était portée notamment par les recruteurs, c'est qu'à côté de ces références à la pop culture, à côté de ces promesses de sport, à côté de ces promesses de presque un peu monde très, très geek, très technophile, il y a autre chose qui est venue s'ajouter dans le discours des recruteurs ces dernières années, c'est la question de la crise économique et de l'armée offre un métier. On dit beaucoup, l'armée c'est l'endroit où vous trouverez 500 métiers, et moi-même pour écrire le livre, je me suis rendue dans un CIRFA et j'ai dit que je voulais m'engager dans l'armée, parce que j'étais curieuse de savoir, au-delà des tweets et tout, quel discours on allait me proposer, et c'était vraiment le discours de vous allez avoir une première expérience professionnelle, vous allez voir c'est une entreprise comme les autres, et c'est ça aussi qu'on essaie de démontrer dans notre livre. Non, on ne peut pas dire que l'armée c'est une entreprise comme les autres, parce que si c'est le cas, c'est une entreprise où une grève est une mutinerie, où une démission est une désertion, et où un accident du travail c'est une balle perdue. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu un petit peu déconstruire. Vous en parlez très bien dans le livre, mais je voulais revenir sur ces tweets, la journée internationale du câlin, Star Wars, etc. Est-ce que l'armée doit être nécessairement cool pour plaire aux jeunes?
Je crois qu'il ne faut pas effrayer les jeunes. Donc il est normal, je comprendrais qu'en termes de communication, on atténue un peu le discours militariste ou guerrier qui peut en effrayer certains. Vous avez évoqué les métiers. Je me souviens parfaitement d'une campagne de communication faite il y a 20-25 ans où on avait vu des grandes affiches, ce n'était pas l'époque des tweets, on évoquait les 400 métiers dans l'armée. Ça a changé. On s'est dit que c'est une erreur de communication. On est d'abord soldat avant d'avoir un métier. Maintenant que des recruteurs ont mal vendu l'affaire, n'ont pas été très honnêtes, cela arrive et on ne peut pas s'appuyer sur les quelques-uns que vous avez rencontrés pour dire qu'on pense tous la même chose. On est là pour être soldat, je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour être soldat. Et ce soldat a un métier supplémentaire. Oui, c'est une première expérience professionnelle. Car voyons le recrutement. On n'a pas parlé du recrutement. On touche qui ? Des gens de 18 à 24 ans, globalement, qui ne sont pas forcément en réussite scolaire, qui ont sans doute des problèmes sociaux, comme toutes les armées ont toujours connu depuis des siècles. C'est toujours pareil. L'armée permet de s'en sortir pour ceux qui veulent bien le faire. N'oublions pas que 70% de nos sous-officiers viennent du rang, donc des soldats qu'on a recrutés peut-être sur Twitter, et que 50% de nos officiers viennent des sous-officiers. Donc petit à petit, nous sommes une armée de promotion sociale qui permet, par ce biais du recrutement, ceux qui arrivent à suivre, ceux qui ont tenu le coup. Et les exemples que vous avez cités dans votre livre, d'ailleurs, sont des cas pour moi très particuliers. Moi, j'ai commandé des engagés en début de carrière. J'avais déjà mes déserteurs, j'avais déjà mes cas sociaux. En revanche, mon boulot à moi, c'était de les amener au plus haut possible, de telle façon qu'ils trouvent leur place dans l'armée, qu'ils y restent suffisamment longtemps pour que ça leur plaise ou ne leur plaise pas d'ailleurs, au bout de 5 ans, et qu'ils partent en fin de contrat ou qu'ils restent pour devenir sous-officier ou officier. Mais il y a aussi des soldats qui se font happer par les messages qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ou par les vidéos et qui quittent l'armée parce qu'ils se rendent compte que c'est bien éloigné de la Journée internationale du câlin. Entièrement d'accord. Ou de Chewbacca. On se base sur les réseaux sociaux. C'est pas uniquement les copains qui vous racontent comme c'est chouette ou comme on s'éclate en faisant du sport. Il y a les adversaires et il peut y avoir des opérations de désinformation. Il y a un cas célèbre, des cas célèbres de soldats qui étaient en contact avec des belles filles, etc. Et c'était des pièges menés par l'adversaire, mais il y a aussi de la contre-propagande et de la lutte. On voit notamment que Tsahal a investi les réseaux sociaux pour faire de Tsahal l'info. a fait ça à mort. Pour faire de l'info, pour produire de l'info. Oui, a été le premier à faire une campagne très très forte, très idéologisée, très forte sur le thème « Notre cause est juste ». Bon, enfin, généralement, Tsahal, c'est l'armée israélienne. Et d'autre part, pour montrer des jeunes dynamiques, hyper convaincus. Et ils ont bombardé les réseaux sociaux où ils se sont heurtés également au Hamas ou au Hezbollah qui sont mis sur le thème « ils nous bombardent, ils tuent des civils ». Et même parfois aux journalistes qui informaient à propos de territoires de guerre, de terrains de guerre, et qui se sont retrouvés face à l'armée israélienne qui communiquait autrement. D'ailleurs, Justine Brabant, vous enquêtez depuis de nombreuses années sur l'armée. N'est-ce pas un peu frustrant de voir l'armée communiquer de cette manière sur les réseaux sociaux, d'ouvrir ses portes à des youtubeurs, on va en parler juste après, et de voir, vous l'expliquez d'ailleurs très bien dans la conclusion de votre livre, qu'il est de plus en plus difficile d'enquêter sur l'armée française? Oui, en tout cas, c'est un paradoxe qui est frappant. Après, frustrant ou pas frustrant, mon travail, c'est d'essayer de contourner un petit peu les portes fermées. Mais oui, de toute évidence, quand on a des centaines de tweets à la journée qui disent l'armée extraordinaire, institution moderne et tout, et que ça reste extrêmement difficile d'obtenir des réponses à des questions factuelles, ou qu'on nous répond en nous disant soit ça c'est passible de diffamation, soit ça c'est passible de compromission du secret de la défense nationale, on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage, oui bien sûr, entre peut-être ce qui se pratiquerait dans d'autres armées comme l'armée américaine, où on aurait peut-être une stratégie de communication qui viserait peut-être à ouvrir quand même quelques portes, même si on considère que les journalistes ne sont pas ceux qui vont dérouler le tapis rouge à la propagande, mais au moins de distiller quelques informations. L'armée française, de ce que moi j'en vois, effectivement, ça reste plutôt une logique de portes fermées, sans toujours qu'on vous dise qu'elles sont fermées, juste tout d'un coup on vous répond plus, de reportages, parce que bien sûr moi je demande aussi des reportages autorisés, enfin j'ai demandé, je suis passée par les canaux tout à fait classiques pour demander des autorisations, ils m'ont été refusés, et puis c'est un petit peu ce qu'on pourrait quand même qualifier à mon avis un peu d'intimidation, parce que quand on répond à une question d'un journaliste, compromission du secret de la défense nationale, je pense que ça envoie un message. Bon, je peux réagir si vous me permettez, parce que je ne crois pas que l'armée ferme la porte comme ça, parce que j'ai travaillé... Vous avez fermé la porte, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors on pourrait parler, si vous voulez, de Nathalie Guibert du Monde, qui n'est pas non plus quelqu'un d'absolument révolutionnaire, qui a été blacklistée pendant 2 ans parce qu'elle avait écrit que l'armée avait des soldats en Libye. Je parle de ce que je connais, effectivement. Il y a de nombreux journalistes d'investigation qui disent à longueur de temps que l'armée est une des institutions les plus difficiles à Il y a un code à connaître, et un code à connaître, il faut que le journaliste soit, je dirais, non pas complaisant, c'est pas ce qu'on lui demande, on dit simplement qu'il soit un peu honnête dans sa procédure d'approche, et que parfois il y a des soupçons. Sont malhonnêtes. Effectivement, j'ai pas dit malhonnête, j'ai
j'ai utilisé mes termes pas malhonnêtes justement. J'ai dit, il y a un moment, on se dit, cette personne qui vient nous voir, pourquoi vient-elle nous voir? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et effectivement, quand on vous lit votre livre, quand on voit un petit peu... Vous l'avez lu? Oui, entièrement, je l'ai fini il y a 1 heure. Je l'ai lu en détail. Effectivement, quand on voit ça, on dit quand même... On a un peu poussé. Et je comprends que des camarades, entre guillemets, au service de communication, que vous attaquez violemment dans la conclusion d'ailleurs, vous prenez violemment, je comprends qu'ils vous aient fermé la porte parce qu'effectivement, on pouvait se dire, est-ce que le livre qui va sortir, d'ailleurs le titre le montre, est-ce que c'est acceptable pour nous militaires, vu la mauvaise image que vous donnez des armées, non pas parce qu'il y a des choses à ne pas dire, mais simplement parce que l'impression qu'on en lit après, c'est que vraiment c'est une charge contre l'armée. Et je comprends qu'on puisse réagir. On n'est pas là pour faire des procès d'intention. Je note que je suis malhonnête, mais vous relevez pas... Je ne l'ai pas dit. Bon, mais d'accord. On n'est pas là de toute manière pour faire des procès d'intention. Il y a des journalistes qui font des enquêtes sur l'armée. En l'occurrence, elles peuvent vous déplaire. On peut c'est une convenir, réalité. si vous voulez, on peut convenir, je passerai sur le fait que je me sens un peu insultée, mais on peut convenir que l'armée au moins choisit ses messagers et que les messages... Non, c'est pas vrai. Ce serait normal de la part d'une institution de choisir. Il y a certains qu'elle ne prend pas. Et Voilà. on est bien dans la communication, hein, on est dans le sujet. Hein, on est bien dans la communication, parce que c'est le sujet qui est abordé il y a quelques instants. On est dans la communication. Et je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. L'armée a largement ouvert ses portes, Non, mais il est certain... Que des communicants choisissent leurs interlocuteurs, Voilà. je suis d'accord. Mais par contre, que ceux à qui on ne répond pas, qu'on choisisse plutôt, à mon sens, de les intimider, c'est autre chose. En tout cas, il y en a un qui a les portes ouvertes quand il s'agit de parler à l'armée. C'est un youtubeur, il s'appelle Thibaut Inchep. Il est spécialisé fitness, musculation. Il a fait de nombreuses vidéos avec l'armée. On a l'impression que l'armée l'adore. Salut la team Chip, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on va à l'école du soldat, vous êtes prêts? C'est parti. Dès mon colonel. Salut Thibaut. La forme? Tout va bien. Alors du coup, ici où est-ce qu'on est alors? Ici tu es au centre de formation initiale des militaires du rang de la 11e brigade parachutiste. Donc Kélus fait partie des 11 centres de formation du soldat de l'armée de terre. Ok les gens, ça y est, on vient d'arriver dans le dortoir. Donc j'ai perçu mon pactage, mon petit chapeau, ma veste de treillis et on est prêt à commencer l'immersion. Ok, bah il y a tout ce qu'il faut hein. Par contre là Thibaut, les cheveux ça va pas là. Pour les cheveux. Ah bah ça passe pas à l'armée ça. Arrête. Je te jure hein. Arrête. Si. Non. Ah dès que t'arrives Non, non, normalement non. c'est boule à Z. T'es en train de me dire qu'il faut que je me coupe les cheveux là? Ah oui ça passe pas du tout hein. Personne touche à mes cheveux. Mais arrête de toute façon regarde c'est dégueulasse. Limite tu me rends un service. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et à 100 000 pouces bleus, je me coupe les cheveux. Donc, Thibaut Inchep qui avait énormément de vidéos avec l'armée. Chacune de ces vidéos a visiblement, selon les chiffres de Slate, coûté 25 000 €. Alors ouais, l'armée dit qu'elle ne l'a pas payé D'accord. sur ces vidéos-là, mais qu'elle lui a en fait offert l'occasion soit de passer une journée dans un régiment ou sur d'autres trucs de passer par exemple le 14 juillet dans un rafale. Mais on sait que pour d'autres institutions, notamment la pénitentiaire, il était payé quelques milliers En d'euros. bas de cette vidéo, il y a marqué inclut une communication commerciale, ce qui est obligatoire alors, sur autant YouTube. pour moi, peut-être que sur celle-là, mais, pardon, mais Mais sur 25 celle-ci, 000 €, c'est une rigolade. Je veux dire, on est dans des tout petits chiffres par rapport... bien évidemment. L'armée américaine, quand elle fait... Alors, je ne sais pas s'il faut dire sa propagande, sa communication ou son influence, elle offre à des cinéastes d'Hollywood qui font des blockbusters, des dizaines d'avions, des bases et des milliers de figurants, si le scénario est politiquement correct. Donc, on est dans le tout petit, et moi, ça me choque pas Mais la moralement. question n'est pas forcément celle du prix, c'est celle du message. Même Mais si c'est pas le genre de communication qui me touche, moi. Je sais pas mais si voilà. dans le message ou, ou même dans le symbole, c'est Ouais. intéressant pour l'armée de faire appel à ce type de youtubeur. Mais bon, c'est un autre sujet. Je voulais qu'on prenne un tout petit instant, pour parler de la communication des soldats eux-mêmes. C'est un des sujets de votre Oui, livre, c'est- Justine Brabant. Je voulais qu'on regarde une vidéo, c'est un périscope, donc il a suffi que je me penche tout simplement. J'ai mis 2 minutes à trouver cette vidéo. Image de soldats en train de s'amuser ensemble. Les gars, donnez des conseils, donnez des conseils. Quand tu montres le carton, Ah, bon, donner des conseils. Le but, salope, on a combien là? ça te met sur tes appuis à pied, tu restes un jour. Bah, tu veux faire ta pute ou tu la fais pas? Après, Oh là là, ça clash! Oh là 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 là! le gagnant, je voudrais savoir c'est à qui c'est. À ton avis? Elle ou c'est. La dégaine! Énerve-toi, Bléo. Allez Bléo, allez, je te lève! Bien, Bléo. Casse le bras, Bléo. Ah, casse le bras. Moins de bruit, les gars. Je crois que c'est là, Chirard, tape. Je suis immobile. T'es immobile, tape. Voilà, ok! Bléo, putain, Bléo, t'es une machine. Viens. Général, c'est un problème. Enfin, un problème, ce sont des jeunes. Bon. Mais il y en a des centaines. Des Oui, vidéos comme ça. j'ai dit, ce sont des jeunes. Pour moi, ils ne se comportent pas très bien.
peut-être que je suis un peu trop vieux pour comprendre ce genre de choses, mais est-ce qu'à leur âge, j'ai pas fait des bêtises, mais il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Periscope. Je dirais, voilà, bon, ce sont des jeunes, ils ont une vie privée, parfois ils la mettent en scène, comme tous les jeunes. Nous sommes à l'image de la société française, il ne faut quand même pas l'oublier, les jeunes qu'on recrute viennent de la société française, ils se conduisent comme le reste de la société française. Peut-on les condamner pour ça? Non, c'est une vie privée. Personnellement, je suis quand même partisan d'une éducation, public, en l'occurrence. voilà, une éducation à l'image. D'abord, on a un guide que vous avez cité, publié en 2012 sur l'usage des réseaux sociaux. Qui n'a plus été modifié depuis 2017, donc il ne répond plus. Il est en cours de mise à jour. Il est en cours de mise à jour. Et il est interdit explicitement le tournage de vidéos et la diffusion de vidéos Periscope et Facebook. Est-ce que je comprends tout à fait? Parce que, mais on ne peut pas l'empêcher. On peut pas l'empêcher. Donc, je dirais, moi, je suis pour l'éducation des soldats. Maintenant, si dans leur vie de tous les jours, ils passent par-dessus les règles qu'on leur impose, bon, bah, soit il peut y avoir des sanctions dans certains cas, mais je crois qu'on est comme dans la vie privée des gens et qu'aujourd'hui, tout le monde s'expose sur les réseaux sociaux. À nous, finalement, en tant que cadre, de dire aux jeunes, c'est pas ça qu'on fait, ça se fait pas, ça va rester, vous allez le revoir dans 10 ans, quand vous serez peut-être père de famille ou mère de famille, est-ce que vous croyez que ça va être bien? Voilà, donc on est dans l'éducation. François Bernard Huyghe, est-ce que ça ternit l'image de l'armée française? Ils se conduisent pas beaucoup plus mal que des milliers de vidéos YouTube que j'ai vues par des civils. Hein. Bon, j'ai vu des murges pires. Oui, mais justement, le principe même de l'armée, c'est de... Je pense pire. Bon, évidemment, c'est pas bien. On est tous d'accord sur le fait que c'est pas bien. Mon expérience de l'extérieur, alors mieux reçue qu'un journaliste, évidemment, auprès de l'armée, c'est qu'ils avaient des peurs qui étaient... tout ce qui pourrait être politique, idéologique, il fallait que les soldats soient d'une grande neutralité. La peur des informations qui pourraient servir à l'ennemi ou à la propagande adverse, et évidemment des règles de base, ne pas se faire filmer nu, ne pas employer de gros mots et pas faire des stupidités de potache, mais ce sont des règles générales, quoi. Moi, je pense qu'ils sont un peu coincés quand même quelque part parce que on a beau dire il y a des difficultés quand même à recruter et en même temps ils savent très bien que s'ils disent venez dans une institution où on vous mettra pas le wifi dans vos chambrées, il y a personne qui viendra. Donc ils sont un peu coincés. Il y a peut-être une forme de laisser faire voilà, parce qu'ils savent très bien que s'ils serrent trop la vis, les jeunes ne seront plus intéressés. Mais à mon avis, la question des problèmes de sécurité, vous en parlez de manière théorique. Moi, dans mon enquête, je la montre aussi de manière assez pratique avec des vidéos sur Facebook Live où les gens se filment en train de faire des soirées mousse dans un laboratoire de recherche nucléaire, où des gens se géolocalisent dans le fin fond d'une vallée afghane. Enfin, voilà, c'est quand même un peu plus concret. Et puis, c'est pas que les militaires du rang, parce que là, c'est peut-être des militaires du rang qu'on voit dans leur chambrée. Je pense que ça touche aussi en partie les cadres, et notamment à travers un problème dont on avait parlé un peu l'année dernière, qui est celui de la géolocalisation travers les applications de fitness, et notamment il y a une application qui s'appelle Strava, qui permet de se géolocaliser à l'entraînement. Et en début 2018, il y a eu de nombreux articles dans la presse qui montraient que grâce à ça, on pouvait géolocaliser des bases, notamment une base française au Niger. Nous, on a fait le test 6 mois après, alors que l'armée était censée avoir fait un rappel à l'ordre assez strict vis-à-vis de ses troupes. Moi, j'ai continué de pouvoir retrouver sur Strava des gens qui couraient autour de leur caserne et qui ensuite partaient en Syrie. Et ça pose de sacrés problèmes de sécurité. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les évoquer. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Pouce. Merci Général, merci François Bernard Huyghe, merci Justine Brabant. Moi, je recommande ce livre, Mauvaise troupe, coécrit, je le disais tout à l'heure, avec Leïla Mignano. Et voilà, moi, j'ai trouvé hyper intéressant, notamment sur les questions qu'on vient de soulever. Merci. Merci à vous trois.